bonsoir tout le monde. Bienvenue à la web radio du 27 octobre. Donc ce soir, un sujet très d'actualité pour tous les copropriétés au Québec. Quoi faire pour séduire les assureurs? Donc on sait très bien que c'est une situation qui est plus lourde d'année en année. Donc, le nombre d'assureurs réduit et les sinistres dans les copropriétés augmentent. Donc, ça ne fait pas un cocktail super gagnant. Donc, ce soir, on va vraiment démystifier cet enjeu-là avec deux invités de marque qui sont Mme Annie Gosselin de chez Gaudreau Assurance. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Et Maître Maxime Laflamme-Leblond du bureau de LJT qui travaille spécialiste en copropriété. Bonsoir, Maître Leblond. Bonsoir. Donc, ce soir, avec nos invités, nous allons couvrir plusieurs points. On vous invite à nous faire part de vos commentaires, vos questions sur le chat pour qu'on puisse faire que nos invités répondent à vos questions. Et on va essayer d'y répondre le plus clairement que possible parce que l'assurance en copropriété, c'est un dossier qui n'est pas facile. Donc, dans un premier temps, j'aimerais rappeler quelques petits... Je reviens. J'ai oublié de payer le bill d'électricité, semble-t-il. Bon. Je reviens. C'est ça. Donc, il faut se rappeler, il y a eu un sondage fait par le BAC, le Bureau d'assurance du Canada, qui interrogeait des gens dans la copropriété. Et ce sondage-là, essentiellement, disait que les copropriétaires connaissaient très mal le dossier d'assurance. À titre d'exemple, on parle qu'une personne sondée sur 5, donc environ 19 disait ne pas savoir que son condo est protégé par 2 produits d'assurance. Donc, on aura notre spécialiste Annie Gosselin pour nous éclairer là-dessus. Et le sondage indiquait aussi par ailleurs que des copropriétaires interrogés n'ont aucune idée d'un avenant de sinistre, du montant de la franchise que devrait payer leur syndicat, différentes questions comme ça. Donc, on va vraiment démystifier ça ce soir. Donc, sans plus tarder, on pense, je vais commencer avec vous, Annie. Comment on fait pour rendre notre syndicat de copropriété attrayant pour trouver une bonne assurance? Moi, en tant que courtier, quand j'approche un assureur pour soumettre l'analyse d'un dossier de condo en nouvelle affaire, j'essaie de présenter un dossier le plus complet possible pour séduire mon assureur. Alors, c'est sûr que je fais une petite enquête auprès de mon conseil d'administration, je leur demande un paquet de choses, mais quand j'envoie ma demande, c'est le plus complet possible. Un assureur, la première chose qu'il va regarder en recevant une demande de soumission, c'est l'expérience de sinistre des 5 dernières années de la copropriété. Alors, certains assureurs, quand ils vont voir qu'il y a eu 2 sinistres en moins de 3 ans, selon leur norme de souscription, ils vont décliner automatiquement le risque. Il y a des assureurs qui ont des normes plus sévères que d'autres. Donc, c'est important d'avoir une belle expérience de sinistre. Et si j'ai eu des sinistres, je dois démontrer qu'est-ce qui a été fait pour régler les problèmes. Exemple, on a eu une réclamation pour une infiltration d'eau par la toiture. Je dois démontrer à l'assureur qu'est-ce qui a été fait pour régler la situation. Est-ce que le syndicat a fait refaire la toiture depuis ce temps-là? Est-ce qu'elle est inspectée 2 fois par année? Ça, je me dois de le mentionner dès le départ, justement pour rendre mon dossier le plus attrayant possible. Ensuite de ça, j'accompagne ma demande de registre de chauffe-eau. C'est important que je présente à l'assureur un registre de chauffe-eau à jour qui confirme que tous les chauffe-eaux, ils ont moins de 10 ans. Alors, si présentement, j'envoie une demande, il me reste 2 chauffe-eau, par exemple, qui sont à remplacer en 2021. Tout de suite, je prends les devants auprès du conseil d'administration pour savoir ces 2 chauffe-eaux-là, pouvez-vous me dire quand ils vont être remplacés? S'ils me disent, Mme Gosselin, ça va être fait d'ici la mi-novembre sans faute, je le précise tout de suite à l'assureur. Voici le registre des chauffe-eau. Les 2 chauffe-eau remplacés cette année seront faits d'ici la mi-novembre. Je prends les devants parce que c'est certain que c'est une question que l'assureur, il va me revenir à savoir qu'est-ce qui va devenir de ces 2 chauffe-eau.
chauffe-eau-là. Alors, pour les registres des chauffe-eau, ensuite de ça, si j'ai une évaluation du coût de reconstruction de moins de 5 ans, ce que je devrais avoir en temps normal, je la joins tout de suite à ma demande pour démontrer à l'assureur qu'il y a un rapport. Ça nous permet en même temps d'avoir des photos et des données de construction qui sont précises par rapport à la classe de construction du bâtiment. L'assureur va regarder également qu'est-ce qui a été fait comme rénovation sur le bâtiment. C'est sûr que si on a affaire à un bâtiment récent, je n'aurai pas ce genre de questions-là. Mais quand on parle d'un bâtiment qui date des années 80 avec une toiture en bardeau d'asphalte, bien, automatiquement, j'ai besoin de confirmer en quelle année la toiture a été refaite. Ça pourrait aller même dans des bâtiments de certain âge de devoir fournir des attestations de plomberie et d'électricité pour confirmer que les installations en place sont toujours adéquates et conformes. Certains assureurs vont avoir des réticences par rapport à des bâtiments qui possèdent de la plomberie, de Poly-B, de Kitec, qui préfèrent avoir du cuivre ou des tuyaux blancs plastiques qu'on appelle ABS de mémoire. Alors, il y a certains types de plomberie qui sont proscrits chez les assureurs. Donc, ça peut être des questions qui peuvent revenir, surtout dans des bâtiments qui ont un certain âge. Ensuite de ça, je confirme à l'assureur s'il existe un fonds de prévoyance, si le syndicat a mis en place également un carnet d'entretien. C'est des informations que je considère importantes à transmettre à l'assureur. Je précise même les intentions du syndicat par rapport à la création de leur fonds d'auto-assurance. Ils ont jusqu'en 2022 pour le faire. Et si mon syndicat a déjà commencé à cotiser, bien, je trouve important de le préciser pour démontrer que le conseil d'administration suit bien ce qui est exigé par la loi 141. Ensuite de ça, ça peut arriver que j'ai des bâtiments où j'ai la présence de foyers au bois. Oui. Surtout si les foyers sont situés dans un bâtiment d'un certain âge, je vais aller jusqu'à demander à mon conseil d'administration est-ce que vous avez une attestation de conformité de vos foyers? Parce que les foyers installés il y a plusieurs années, des fois, ne sont plus aux normes et n'ont jamais été vérifiés par les administrateurs. Ça, c'est une chose importante. Et je dois démontrer aussi l'entretien par rapport à ces foyers-là. Je demande au conseil d'administration de me fournir, par exemple, une preuve de ramonage annuel des foyers. Et ça, c'est souvent une exigence des assureurs, peu importe la fréquence d'utilisation des foyers. Même si la personne s'en sert comme foyer d'ambiance quelquefois durant l'hiver, c'est important d'exiger un ramonage annuel. Donc, ça, si je suis capable de démontrer ça en partant à l'assureur, mais c'est sûr que c'est des arguments qui vont peut-être attirer un assureur de présenter un dossier le plus complet possible. Nous avons souvent dans les bâtiments présence de système alarme incendie, système de gicleur. Je demande au syndicat, faites-vous vérifier ça annuellement? Est-ce que vous avez un rapport d'inspection à me fournir? Idéalement, sans déficience, parce que c'est certain que même ça peut arriver que l'assureur l'exige. S'il y a une recommandation et une déficience, ils peuvent demander à ce que ça soit corrigé. Et il ne faut pas attendre que la demande vienne de l'assureur. Le conseil d'administration devrait déjà prendre les devants dans leur gestion s'ils se font mentionner des déficiences pour corriger le tout avant de soumettre ça à une compagnie d'assurance. Tout à fait. Donc, le but, c'est de présenter un dossier le plus complet possible. OK. Question dans le sens où après avoir œuvré 11 ans en assurance de syndicat de copropriété, vous avez vu l'évolution, donc le marché devenir de plus en plus dur. Comment notre dossier est assez clair ce soir? Est-ce que c'est encore le temps de se sentir comme administrateur, de dire on va aller voir le marché si on peut avoir une meilleure assurance? On a des syndicats de copropriété des fois qui ont une assurance une année, après ça, refont une autre demande d'assurance, là, trouvent un meilleur prix, changent de place. Après ça, est-ce que ça inquiète un assureur, un syndicat qui a changé de place de façon rapide comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une continuité d'historique qui est bon à garder avec le même assureur? Bien, c'est certain que personnellement, quand je vois un syndicat qui magasine leur assurance à chaque année, je leur explique tout le temps que ce n'est pas nécessairement une bonne idée
à chaque année adresser des demandes un peu partout, à moins d'avoir des hausses excessives non justifiées. Si on a un assureur qui nous offre des protections adéquates avec une tarification qui va dans le même sens, c'est sûr que quand les gens me disent, Madame Gosselin, pensez-vous que cette année, notre prime d'assurance, elle va diminuer? Non, malheureusement. Le marché est tellement difficile. Dans certains dossiers, on travaille plus à maintenir des assurances en vigueur plutôt qu'à faire des économies de primes d'assurance. Donc, non, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de faire une remise en marché du dossier à chaque année. Si j'ai un dossier qui a une stabilité avec un assureur depuis plusieurs ou quelques années et que j'arrive avec une réclamation durant l'année, c'est beaucoup plus facile pour moi en tant que courtier quand on arrive le renouvellement, de tenter de négocier une hausse de franchise que l'assureur veut faire ou une augmentation de prime d'assurance. Moi, c'est sûr que je prends le dossier, je regarde la rentabilité du risque, à savoir qu'est-ce que ce syndicat-là a rapporté en prime d'assurance avec cet assureur-là au cours des dernières années versus ce qu'il a coûté en réclamation. Et souvent, pas à chaque fois, mais je suis capable d'avoir une accommodation de l'assureur et de faire comprendre qu'on a une rentabilité au niveau du risque et on peut éviter, exemple, une franchise en dommages par lot qui va passer de 10 à 25 000. Il est parfois possible de la conserver à 10 000 parce qu'on a une rentabilité dans le dossier. Mais comme je vous dis, je ne suis pas capable toujours de le faire à chaque fois, mais c'est certain, quand j'ai les bons arguments, je le fais. Donc, parfait, merci. Une petite chose que je voulais rajouter, si on adresse des demandes à chaque année aux assureurs, il est possible, pour l'avoir déjà vécu, qu'un assureur me dise, bien, ce dossier-là, ça fait 4 ans que vous nous l'envoyez à chaque année. On vous donne une soumission qui ne convient pas à chaque année. Cette année, nous passons notre tour. Okay. Donc, ça peut arriver. Tout à fait. Bon point. Sur ce que vous avez dit, je vais passer le flambeau à Maître Leblond sur les chauffe-eau. Exemple, l'assureur dit, bon, ben, il y a 2 chauffe-eau qui sont dus à changer cette année. Le syndicat de copropriété avise ses copropriétaires. Maître Leblond, qu'est-ce qu'on peut faire comme syndicat de copropriété si on a, exemple, un des copropriétaires qui doit remplacer son chauffe-eau, collabore pas? Évidemment, la première étape, c'est que pour se rendre à l'étape où nous savons qu'un copropriétaire doit changer son chauffe-eau et qu'il ne le fait pas, c'est ça présume qu'on a déjà maintenu un registre qui nous permet de savoir quelle est la date d'installation de chacun des chauffe-eaux. Parce que s'il faut qu'on y aille à l'aveuglette, on part de loin. Donc, déjà en partant, avoir fait le tour des unités, avoir fait le tour des copropriétaires pour recueillir la marque, le modèle et l'année d'installation de leur chauffe-eau. Et je dirais même plus le nom du plombier titulaire d'une carte de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie qui l'a installé. C'est ce que je dirais qui est la base fondamentale là, en termes de préparation, considérant, vous le savez comme moi, et probablement plusieurs dans l'auditoire le savent aussi, que les chauffe-eau sont une source d'un très grand nombre de sinistres. Donc, première étape, on présume que cette étape-là a été faite. Si on se rend à l'étape où on réalise qu'effectivement, on a un ou plusieurs copropriétaires qui n'ont pas changé leur chauffe-eau à l'échéance. La plupart des copropriétés ne contiennent pas de règlement explicite à l'effet que les chauffe-eau doivent être changés après un âge X, ce qui est malheureux parce qu'on gagnerait à avoir de tels règlements qui concrétisent, parce que toujours un fin finot, quand on lui dit ton chauffe-eau a 8 ans, il serait temps de le changer, qui dit mon chauffe-eau est bon pour 10, mon chauffe-eau est bon pour 12, mon chauffe-eau est bon pour 15. Puis on en a déjà vu qui ont fait des chauffe-eau pendant 30 ans jusqu'à ce que ce soit essentiellement un bidon de rouille et pas grand-chose d'autre. Donc, quand on se retrouve face à un copropriétaire qui refuse de changer son chauffe-eau, c'est toujours préférable d'avoir un règlement sur lequel s'appuyer. Si on n'a pas de règlement pour lequel s'appuyer, ça ne nous empêche pas quand même de faire la demande, étant donné qu'en tant que syndicat de copropriété, non seulement on a un intérêt assurable dans l'immeuble, mais il fait partie de notre mission de voir à sa conservation et à l'exécution de tous les travaux qui sont requis à cette fin. Donc, la plupart des déclarations de copropriété contiennent, généralement dans la section qui concerne les pouvoirs du conseil d'administration, un pouvoir général qui autorise le conseil d'administration à réaliser des travaux qu'un copropriétaire refuse de faire, y compris dans sa partie privative, aux frais avancés du copropriétaire. C'est une clause qui est à peu près identique dans toutes les déclarations de copropriété depuis le tournant des années 2000. C'est une clause type très fréquente, mais elle est fréquente pour une raison, c'est parce qu'elle vise à permettre de remédier à ces situations-là. Donc,
le syndicat pourrait donner un avis, mise en demeure, disant que si vous ne remplacez pas le chauffe-eau et vous ne fournissez pas les preuves qu'on vous demande, prenez avis qu'on va arriver à telle date, tel jour, avec un plombier de notre choix, on va procéder à l'installation et on va vous le refacturer. Et il est utile de rappeler aussi qu'en vertu de l'article 1067, non, 1066 du Code civil du Québec, un copropriétaire ne peut pas faire obstacle à l'exécution de travaux nécessaires à la conservation et décidés par le syndicat, même chez lui. Donc, si un copropriétaire devait, par exemple, refuser de donner l'accès au syndicat de copropriété, ce serait une étape malheureuse, mais pas nécessairement complexe, d'aller obtenir une ordonnance de la Cour qui va le forcer à ouvrir la porte. Bien entendu, on ne veut pas se rendre là, mais parfois, quand un copropriétaire est suffisamment rétif, quand la carotte ne fonctionne pas, on n'a pas même d'autre choix que de passer au bâton. Mais simplement, les outils sont là pour permettre au syndicat d'accomplir ses objectifs. Et comme j'en discutais avec vous avant qu'on débute d'ailleurs, évidemment, l'objet de la conférence de ce soir, c'est comment séduire un assureur. Évidemment, la meilleure manière de séduire un assureur, c'est de ne pas d'avoir des sinistres. Mais il faut quand même dire qu'un copropriétaire qui refuserait de remplacer son chauffe-eau ou d'obtempérer aux demandes du syndicat à ce sujet, si ce chauffe-eau de ce copropriétaire est la source d'un sinistre, on a là une faute sur laquelle on peut très facilement mettre le doigt pour lui réclamer les coûts que ça aurait impliqué en termes de sinistre et de réparation, conformément à l'article 1074.2 et 1014.5 du Code civil du Québec, parce qu'un copropriétaire qui sait que son chauffe-eau est dû pour être changé ne le fait pas. C'est effectivement une faute au sens du Code civil. Donc, on pourrait avoir là un des cas de plus en plus rares où le syndicat pourra récupérer une partie de ses dommages ou la totalité de ses dommages du copropriétaire. Bien évidemment, regardez-moi, on ne se rend jamais là. Mais si ça devait arriver, au moins le syndicat ne serait pas perdant sur toute la ligne. Il pourrait récupérer une certaine partie des dommages qu'il a reçus. Mais comme je dis, on ne veut pas se rendre là. C'est ça. On se comprend pour un syndicat de copropriété. Souvent, ça arrive dans des grands syndicats, mais souvent, ça va arriver dans les plus petits. Et c'est tellement, je vais dire le terme, douloureux pour les administrateurs de régler cette situation-là pour une simple chose qui semble, selon moi, normale et il me semble impossible à obstiner dans le sens que ça fait juste du sens qu'on demande de remplacer le chauffe-eau. Mais c'est comme ça dans tout le monde, il y a des gens qui sont là des fois pour causer un peu plus de troubles que d'autres choses. Valérie, est-ce que je pourrais rajouter que pour un assureur, si on a présence de chauffe-eau de plus de 10 ans, l'assureur pourrait retirer la protection dommages par l'eau et ce pour l'ensemble du bâtiment. Bonne question. Donc, ça, c'est l'ensemble des copropriétaires qui feraient les frais pour une ou deux personnes réticentes à changer un chauffe-eau plus de 10 ans. Donc, alors là, on n'est pas assuré pour les chauffe-eau parce qu'il y en a qui ne sont pas changés. Maître Leblanc? En fait, ce que je comprends, c'est pas qu'on n'est pas assuré pour les chauffe-eau, on n'est pas assuré pour les dégâts par l'eau. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, Maître Leblanc, comme syndicat à ce moment-là? On sort le gros bâton, on appelle l'avocat, puis on s'assure que ce soit remplacé au plus vite. Et dès que c'est remplacé, on en fournit la preuve à l'assureur. Parce que, bon, en principe, je m'en remets à Mme Gosselin là-dessus, mais si l'assureur dit à cause de la présence de chauffe-eau de plus de 10 ans, je n'assure plus les dommages par l'eau, logiquement, si je lui démontre qu'il n'y a plus de chauffe-eau de plus de 10 ans, la protection devrait revenir parce que je comprends que je vais continuer de payer les primes en conséquence. Effectivement. Et souvent, un assureur va accorder un délai raisonnable pour procéder au remplacement, mais si le délai est dépassé et non respecté, on peut perdre la protection. Parfait. Je vais prendre une première question de nos auditeurs ce soir. En fait, avant de le faire, j'aimerais moi aussi peut-être rajouter un élément sur quelque chose qui a été mentionné par Mme Gosselin tout à l'heure en réponse à votre question quant aux copropriétés qui magasinent leurs assureurs. De point de vue légal et je veux dire, juridique, il y a un problème que je rencontre avec ça de plus en plus souvent et que je pense qu'il ne passe pas nécessairement à la tête des copropriétaires lorsqu'ils sont en mode magasinage, pour ainsi dire, c'est que parfois, quand il survient des sinistres par l'eau, je prends l'exemple ici des sinistres par l'eau, les dommages sont pas nécessairement de la nature, par exemple, d'un réservoir qui explose du jour au lendemain, on a des litres et des litres qui se déversent, c'est souvent du goutte à goutte, c'est souvent des choses de longue date sur une longue période. Et quand on a plus qu'un assureur durant cette période où il y aurait eu le goutte à goutte, il résulte souvent une espèce de jeu de se passer la patate chaude et les assureurs disent que ce n'est pas arrivé durant ma période de couverture, c'est arrivé dans la période subséquente, dans la période précédente. Et l'assureur en question relance la balle de la même façon.
en disant que ce n'est pas ma responsabilité. On se retrouve avec 2 assureurs de qui on est capable d'avoir un seul sou. Alors que si on a eu un seul assureur pour toute la période, c'est généralement plus facile parce qu'on a un seul interlocuteur. Puis je le vois beaucoup dans des dossiers de dégâts d'eau, je le vois aussi dans des dossiers de responsabilité civile, mais c'est moins en thématique de ce soir. Mais quand on change souvent d'assureur, puis qu'on a des problèmes qui se manifestent, pas nécessairement c'est pas un arbre qui tombe sur la maison, mais bien quelque chose qui se produit progressivement, souvent l'assureur va dire, par exemple, le dommage s'est concrétisé après la période de couverture. Et l'assureur de cette période-là va dire le dommage a commencé avant la mienne. Donc, selon la façon dont les polices d'assurance sont rédigées, souvent le syndicat peut se retrouver à être dans un cas où les 2 cercles ne se rejoignent pas, puis directement dans le milieu, où il y a une police qui dit, je l'ai vu dans un dossier, une police qui dit ma police couvre les événements qui débutent durant ma police. Puis j'ai une autre police qui dit que ma police couvre seulement les incidents qui surviennent durant la mienne. Et là, la question, c'est quand est-ce que c'est survenu? Ça tombe dans l'une et l'autre. Donc, ça fait partie peut-être des risques associés à ce genre d'événement-là. Tout à fait. Annie, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que c'est des situations qui sont plus rares, mais effectivement, il pourrait y avoir une problématique entre 2 assureurs par rapport à ça. Si on voit ça, je pourrais donner un exemple pour savoir que c'est dans le quotidien des gestionnaires. Souvent, avec maintenant les laveuses qui coulent tuyau goutte à goutte, les réfrigérateurs avec la glace et l'eau, le tuyau de plastique très mince finit par s'assécher un peu puis fendiller. Le copropriétaire ne le voit pas. On ne le voit pas, dans le fond, jusqu'à temps que ça défonce l'unité d'en bas parce qu'à un moment donné, l'eau est rendue trop accumulée. Fait que ça peut être des genres de sinistres comme ça. Naturellement, des plus gros sinistres d'infiltration dans le mur qui sont en dormance. Mais effectivement, c'est un bon point, Maître Leblond. Donc, on a une première question qui dit « Nous sommes une copropriété horizontale, donc 30 condos, genre jumelés, rattachés par des groupes de 3 à 4. Donc, on peut peut-être penser à des maisons de ville. Il y a beaucoup de dégâts d'eau dont le syndicat est toujours responsable, donc le premier payeur. Nous aimerions nous diviser, soit par groupe de 3 ou 4, prendre une assurance par des groupes de 3 ou 4. On n'oublie pas, ils sont 30. Comment faire et quelles sont les étapes? Alors, je ne sais pas si c'est Maître Leblond qui peut répondre à ça. Oui. Je sais. Je peux. Une question plus juridique parce que c'est comme destituer la. C'est ce qui me. Comment dire, c'est sûr que c'est difficile de répondre à une question comme ça, surtout quand ça implique une notion de copropriété par phase, de ce que je comprends, parce que si je comprends qu'un syndicat horizontal, c'est logiquement qu'il existe des syndicats verticaux. Oui. Donc, en principe, les syndicats verticaux devraient être responsables de l'assurance de leur propre pâté de maison. Et l'horizontal se retrouve avec la situation pratiquement peu enviable à cause des modifications législatives à avoir un intérêt assurable à la fois dans ce qui est commun à tous les pâtés, d'avoir également l'intérêt assurable dans les pâtés eux-mêmes, parce que chaque pâté étant une partie privative de l'horizontale. Il faudrait voir, mais en principe, si vous êtes effectivement dans une situation de copropriété par phase comme ça, avec un horizontal et un certain nombre de verticaux, donc des concomitants, en principe, les concomitants devraient déjà avoir des clauses en déclaration de copropriété respective quant à qu'est-ce qu'ils doivent s'assurer. Donc, ce serait de vérifier comment ça fonctionne véritablement, parce que ça se pourrait, il n'est pas impossible sur le plan théorique qu'il a été convenu dans les déclarations de copropriété que ce serait l'horizontale qui assurerait l'ensemble du projet, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit si fréquemment que ça. Donc, ce serait vraiment de prendre chacune des 2 déclarations de copropriété et les regarder attentivement. Généralement, vers la fin de la partie acte constitutif, on va avoir ce qui concerne les assurances et sur quoi elles portent. Parce que c'est toujours un petit peu plus délicat quand on est en un contexte de copropriété par phase. Et avec les modifications législatives, souvent, ceux qui sont peut-être laissés avec un goût plus amer dans la bouche, c'est justement de la copropriété plus horizontale ou, par exemple, des maisons de ville, où tout le monde pensait qu'elle allait être seulement responsable de son petit morceau de bloc et soudainement, le syndicat doit assurer l'ensemble de la chose. Ça peut causer de mauvaises surprises. Il faut s'assurer vraiment de combien de syndicats il y a et de quoi ils sont responsables. Donc, c'est plate et je ne veux pas donner de la job à mon métier, mais c'est le genre de questions que vous aurez peut-être bénéfice à étudier avec un notaire ou un avocat qui va pouvoir vous dire, notamment, regarder le plan cadastral, regarder la déclaration de copropriété, les limites des parties communes, et ainsi de suite. Parce qu'en copropriété par phase, ça peut devenir compliqué très vite. J'ai eu une question similaire dernièrement de la part d'un conseil d'administration, puis je leur ai conseillé d'aller chercher une opinion juridique par rapport à ça, là, parce que ça peut contrevenir à leur déclaration. Est-ce que un notaire et un avocat sont beaucoup mieux placés pour répondre à ce genre de questions-là?
Okay, parce que l'exemple que je donnais de la côté horizontale, c'est que je l'ai vu chez un client. Un syndicat horizontal, il est responsable en principe d'une piscine dans le milieu de 4 bâtisses et du terrain. Donc, son budget annuel, c'est 10-12 000 pour ouvrir et fermer la piscine, passer la tondeuse, une fois de temps en temps, déneiger les trottoirs en hiver. Et là, tout d'un coup, ils ont réalisé qu'avec la loi 141, ils doivent assurer non seulement leur partie commune, mais aussi leur partie privative. Les parties privatives, c'est quoi? C'est chacune des tours, des blocs qui ont comme 60 condos chaque. Fait que là, tout d'un coup, ils ont un bill d'assurance qui est incroyable. Fait que les dépenses de l'horizontale viennent de monter en flèche. Puis les blocs ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer plus à l'horizontale. Donc, ça devient compliqué rapidement là, avec les nouvelles règles d'assurance. Il faut prendre le temps de bien s'asseoir et de la regarder. Puis, quand on voit que ça devient compliqué, bien, de là à peut-être se stabiliser avec un assureur, parce que ça peut être un casse-tête, puis ça peut être un enjeu aussi possiblement dangereux. En fait, la copropriété horizontale que j'ai vue qui a le moins de troubles d'assurance, c'est une copropriété où l'horizontale et chacune des concomitantes faisaient affaire avec le même assureur. Oui. C'est pas quelque chose qu'on peut jamais tordre le bras à personne, mais quand c'est le cas, c'est drôle, les réclamations sont d'autant plus faciles. Okay. Bien, souvent, ça va être une exigence de l'assureur d'avoir le projet au complet. L'horizontal, puis au moins 2 phases. Là. Ouais. Voilà. Okay. Mais il ne faut pas oublier non plus, avant que je prenne une deuxième question, il ne faut pas oublier non plus qu'un syndicat horizontal, Maître Leblanc, corrigez-moi si j'ai tort, mais est un syndicat de copropriété à la base. Donc, a les mêmes critères. Oui, parce que à tort ou à raison, on n'a pas encore jugé bon d'intégrer au Code civil la notion de copropriété faire phase. Fait qu'un syndicat qui soit horizontal, vertical, latéral, diagonal, ça demeure un syndicat de copropriété. Donc, le syndicat, c'est ça, il y a les mêmes obligations. Il doit avoir son fonds d'auto-assurance aussi. Son fonds de prévoyance. Il doit prévoir ce que ça va coûter de remettre tout le gazon à grandeur. Ça peut donner une drôle de mécanique parce qu'il y a une pratique qui s'est développée où l'horizontale est généralement le syndicat plus laid-back, plus relax. On s'occupe des plus petites affaires, gérer vos chicanes dans vos blocs. Mais là, tout d'un coup, entre autres sur le plan des assurances, il faut qu'on ait une assurance qui va recouvrir la valeur de construction du complexe au complet si ça passe au feu, ce qui est quelques dollars, et donc quelques dollars de prime, et donc quelques dollars de franchise. Et il y a beaucoup de gens, ces syndicats horizontaux, qui ne savent pas quoi faire avec ça parce que leur budget quintuple, c'est pas plus, là, soudainement. Parfait, merci. On parlait tantôt des études de fonds de prévoyance, Annie, des carnets d'entretien. En fait, premièrement, c'est tous des outils. Moi, j'appelle ça des outils parce que c'est sûr que c'est un peu traumatisant ces années-ci de tout mettre ça en place pour les syndicats, mais c'est des choses qui permettent l'entretien du bâtiment, de sécuriser un peu comment on va remplacer ça, quand est-ce qu'on va avoir les sous pour le faire. Est-ce que les assureurs tiennent compte assez de ces documents-là actuellement ou c'est encore au stade embryonnaire? C'est plutôt au stade embryonnaire parce que c'est très rare qu'un assureur va exiger de connaître le montant ou les prévisions du fonds de prévoyance. C'est très rare qu'on va me demander aussi si un carnet d'entretien existe. C'est plutôt une démarche que je fais comme courtier de le préciser parce que je trouve important, ça démontre la santé financière de la copropriété et la bonne gestion de l'entretien du bâtiment aussi, là. Mais ce n'est pas une question qui est nécessairement demandée d'office par les assureurs lors de la souscription d'un risque. Par contre, on peut dire, c'est avec grande certitude, que le fait qu'un syndicat ait ces outils-là, les mette en place, c'est nouveau, on va dire pour le 95 %, c'est nouveau. Le mettre en place et le respect, dans le sens où je mets sensiblement l'argent qui est prévu, je me rapproche le plus possible. C'est sûr qu'on va avoir un délai pour se rapprocher qui va être dans le règlement. Maître Leblanc, vous me corrigerez si je dis faux, mais de se placer, de se positionner sur la voie, pas la voie de vitesse, mais au moins sur la voie de droite qui roule et non pas la voie de dessert. Là, il faut effectivement penser que plus je vais respecter mes études, mon carnet, ma valeur assurable, tout ça, bien, moins de stress j'aurai et probablement moins j'aurai de sinistre parce que j'entretiens mieux mon bâtiment, etc. Donc, c'est sûr que les copropriétés actuellement sont très gagnantes de se mettre au diapason. Effectivement. Effectivement.
Puis ce que je remarque dans les dernières années au niveau prévention pour le syndicat de copropriété, c'est qu'il y a des syndicats qui prennent des actions avant qu'il arrive des sinistres. Exemple, il y a quelques années, des détecteurs de fuite d'eau, c'était plus quelque chose qu'un conseil d'administration pensait s'il y avait des difficultés d'assurance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils vont faire à titre préventif avant d'avoir des problèmes d'assurance. Fait qu'ils vont au-devant en faisant un changement comme ça, en installant des détecteurs de fuite d'eau dans chacune des unités. Ça, au niveau prévention, c'est excellent et les assureurs aiment ça. Donc, la détection de l'eau, c'est un bon point. D'ailleurs, on voit une des fiches sur Condo Légal qui explique en grande partie ce dossier-là. Donc, Annie, puis après, ça va être Maître Leblanc. Pour Maître Leblanc, je vais vous demander comment un syndicat procède pour aller chercher les sous pour faire ça, comment il doit se faire. Mais en premier lieu, Annie, ce qu'on sent dans le marché, c'est que l'assureur du syndicat n'octroie pas de diminution de prime pour l'installation de ça. Par contre, je crois que ça freine l'augmentation les années suivantes parce que notre dossier devrait être mieux. Parce qu'on a une détection, on va sauver des dommages. C'est quoi, comment vous voyez cette chaîne-là? Moi, quand un administrateur m'appelle pour me parler il a entendu parler de détecteurs de fuite d'eau, ils veulent faire des soumissions, ils font des recherches, ils me disent tout le temps, est-ce qu'on va sauver de la prime d'assurance? Et ma réponse est non. Par contre, le fait d'avoir des détecteurs de fuite d'eau va vous assurer une stabilité au niveau de vos assurances. Ça va vous éviter d'avoir des augmentations de franchise. Tout à fait. Et si, je ne sais pas si vous êtes habilité à répondre à cette question-là, mais on m'aurait dit à plusieurs reprises que pour l'assureur du copropriétaire, il y aurait un rabais de ce côté-là. Donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a certains assureurs privatifs qui octroient un rabais à son client parce qu'il éviterait peut-être justement du dommage par l'eau. Oui, il y a certains, peut-être les normes diffèrent d'un assureur à l'autre, mais oui, il y a des assureurs qui peuvent octroyer un rabais. Mais vous savez, une police copropriétaire occupant, la tarification que ça apporte versus le rabais, ce n'est pas quelque chose qui va payer le système de détection de fuite d'eau dans l'unité, mais ça peut apporter un petit rabais, oui, avec certaines compagnies d'assurance. OK. Maître Leblanc, comment on fait si on est un grand syndicat? On dit, bon, ben cette année, là, on installe ça partout. Qu'est-ce qu'on fait? La question encore là, la réponse simple et un peu bête, c'est vous appelez un avocat ou un notaire pour qu'il vous explique en détail, qu'il regarde comment ça marche dans la déclaration de copropriété. Blague à part, la première étape, c'est de réaliser que les détecteurs de fuite d'eau vont avoir un caractère particulier, c'est-à-dire qu'ils vont être situés en général chez les gens, donc au point, à l'entrée d'eau de l'appartement ou sur certaines canalisations. Mais on ne veut pas non plus que ce soit privatif. On ne veut pas que les gens se poussent après la vente avec les détecteurs de fuite d'eau, sinon on va avoir un patchwork plutôt qu'un réseau étanche. Donc, la façon dont on procède le plus souvent, et je l'ai fait dans un dossier, c'est qu'on va prévoir que le syndicat va prendre en charge l'installation des détecteurs d'eau dans l'immeuble, va le budgéter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voter un projet d'acte modificatif à la déclaration de copropriété où on va ajouter dans la définition des parties communes à usage restreint les détecteurs de fuite d'eau installés par le syndicat dans chacune des parties privatives. Et on va ajouter certaines conditions d'usage et d'utilisation et d'entretien relatives à ces détecteurs de fuite d'eau. Tout ce qui concerne le fait que les copropriétaires ne doivent pas les altérer, ne doivent pas les retirer, ne doivent pas faire quoi que ce soit qui en empêche l'usage, qui ne peuvent pas empêcher le syndicat de venir les entretenir ou de venir les inspecter ou les remplacer, et ainsi de suite. Donc, on va faire ça dans le cadre d'un acte notarié qu'on va généralement présenter à l'Assemblée des copropriétaires pour ratification, en vertu de l'article 1097 4 du Code civil du Québec. C'est comme ça que je l'ai vu le plus souvent. Ça se retrouve publié ensuite au registre foncier et c'est évidemment, comme le seuil d'adoption est assez élevé, le seuil de modification l'est autant. Mais la difficulté qui survient est moins souvent au niveau de l'adoption de l'acte parce que, bon, l'ancienne règle du 75 des voix représentant, la majorité représentant 75 des voix est devenue simplement 75 des voix présentées et représentées. Donc, c'est plus facile d'adopter ce genre de décision que ça n'était avant. Là où ça devient des fois plus compliqué, c'est encore là l'exemple du copropriétaire qui ne veut pas ouvrir sa porte et qui ne veut rien savoir de laisser rentrer le syndicat chez lui. C'est le même principe. Il va falloir sortir le bâton et éventuellement peut-être même prendre des procédures s'il refuse de donner accès. Mais
Dans le meilleur des mondes, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Évidemment, votre question visait plus précisément les grandes copropriétés, mais ça peut être n'importe quelle taille de copropriété qui fait ça. Absolument. C'est juste que malheureusement, dans les grandes copropriétés, plus il y a, plus il y a de monde dans la copropriété, plus il y a de possibilités qu'il y en ait un ou deux là-dedans qui soient rétifs, qui ne veulent rien savoir ou qui s'objectent au projet pour des raisons X, Y, Z. Cela dit, la tendance me semble définitivement être à favoriser l'installation des dispositifs. Je suis pas mal certain que n'importe quel syndicat dans ma clientèle qui a vécu l'horreur d'un dégât d'eau au penthouse qui se rend jusqu'au garage n'hésitera pas à mettre l'argent sur la table pour installer le détecteur de fuite d'eau. Et comme de fait, ça se voit de plus en plus. Et comme Mme Gosselin dit, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement réduire les coûts de votre assurance, mais dans un contexte où ça coûte toujours plus cher, la stabilisation en soi a une valeur intrinsèque. Mais il ne faut pas oublier non plus dans un sinistre qui a le côté monétaire, mais pour ceux qui ont été victimes d'un sinistre, c'est pas le fun. On doit les relocaliser. On va avoir, si ce n'est pas le cas, on va avoir des travaux chez nous pendant qu'on reste chez nous. Puis là, on ne parle pas d'une grosse catastrophe. Là. On peut parler juste d'un coin de mur de la cuisine qui a coulé de 2-3 étages. Un plafond de salle de bain qui tombe. Ben, tout à fait. Tout à fait. Prends ta douche sans plafond pendant une couple de mois en attendant que l'ajusteur vienne, que l'entrepreneur fasse ses réparations. Tu sais, c'est des inconvénients dont personne n'a besoin. Puis là, c'est ainsi de trouver un entrepreneur qui va venir pour un plafond. Ben, c'est assez long parce qu'il y a bien d'ouvrages puis il y a moins d'entrepreneurs. Fait que, OK, merci beaucoup. Ça démystifie. Mais il faut voir que c'est important de le faire comme il faut quand on veut faire un projet comme ça et de s'assurer que c'est bien instauré dans les statuts de la copropriété. Annie, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, simplement pour revenir à l'installation de détecteurs de fuite d'eau, ce système-là a permis à bien des syndicats qui avaient développé une fréquence de sinistres élevée en dégâts d'eau de retrouver un marché régulier d'assurance. C'est-à-dire qu'ils ont dû passer environ 2-3 ans avec des marchés sous-standard, avec des primes d'assurance qui pouvaient aller jusqu'à 4 fois une prime d'assurance régulière. Et en faisant installer les détecteurs de fuite d'eau, ça nous a permis de retrouver des marchés réguliers. Donc, l'investissement en détecteurs de fuite d'eau, ils l'ont sauvé en prime d'assurance. Tout à fait, effectivement. Puis en qualité de vie, probablement. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça, parce que les détecteurs de fuite d'eau, c'est intéressant dans une perspective d'assurance, mais si ça vous évite des dégâts d'eau, déjà là, ils ont rencontré leur objectif principal. Puis je pense qu'il n'y a pas un administrateur qui a eu à gérer un dégât d'eau qui attend avec impatience le prochain. Absolument. Non. Non, ça c'est clair. En tout cas, sinon, il est vraiment fait fort. Effectivement, il aime les défis. Exact. Je vais prendre une deuxième question. On me dit démêler les différents noms de police utilisés par les compagnies d'assurance pour les syndicats de copropriété. Exemple, Intact, Multirisque Entreprise, l'UNIC, Assurance multiple des copropriétaires. Ces noms sont-ils équivalents en termes de protection offerte? Annie, alors, est-ce que vous voulez que je relise la question ou c'est comme clair? Je pense avoir bien compris. À la base, une assurance de syndicat de copropriété, c'est une assurance commerciale. C'est un produit d'assurance commerciale. Un syndicat de copropriété devrait souscrire une assurance contre les risques usuels, une police d'assurance formule étendue, tout risque, moyennant des exclusions, bien entendu, incluant une valeur à neuf. C'est sûr que les assureurs vont peut-être employer différents termes, formulations, mais habituellement, c'est clairement indiqué. Puis, je sais que ce n'est pas un exercice qui est le fun à faire, mais des fois, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce que les libellés d'assurance, le formulaire bâtiment inclus, exclut, même si on dit une police tout risque, c'est toujours moyennant certaines exclusions qui est important de connaître. OK, parfait. On a une autre question. Je seconde à ce sujet-là parce que j'ai eu un client, puis bon, avoir un avocat, ça implique plein d'anecdotes, mais j'ai un client qui a découvert la semaine dernière que sa police d'assurance tout risque ne couvrait pas les inondations. Puis dans le détail du contrat d'assurance, parce que ça, c'est un contrat sous standard, mais la définition d'inondation dans le contrat anglophone dont la version prévaut exclut les infiltrations d'eau par toute source que ce soit. Donc, tout d'un coup, il la trouvait moins drôle un peu parce qu'il s'est fait vendre une police d'assurance tout risque pour condominium, mais effectivement, il n'y avait pas regardé le détail des garanties
les limites, les conditions. Et le produit qui s'est fait vendre ne contenait pas nécessairement ce qu'il pensait. Il s'est fait vendre un gros sac de chips rempli à moitié. On pourrait prendre une image peut-être un peu colorée. Il pensait qu'il y avait quelque chose, mais parce qu'il n'a pas investigué davantage, au pire moment possible, il a réalisé que je n'ai pas la protection que je pensais avoir. Ça, c'est une erreur à éviter de faire. OK. On a une autre question. Pourquoi est-il si compliqué de trouver un assureur pour un syndicat horizontal? Ont-ils le droit d'exiger d'avoir les assurances de 50 à 100 des immeubles, sans quoi ils ne peuvent soumissionner? Par ce fait, ils enlèvent le droit des immeubles à négocier annuellement. Donc, on le dit, négocier annuellement, je reprends la question de notre auditeur ou de notre auditrice, ce qui n'est pas suggéré ce soir parce qu'on ne veut justement pas aller sur le marché tout le temps. Mais Annie, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Moi, la majorité de mes assureurs ne voudront pas souscrire un syndicat uniquement horizontal. Ils vont exiger d'avoir un certain nombre de bâtiments verticaux, au moins 2, tout dépendant des assureurs, mais juste un horizontal. Pour quelle raison, je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il pourrait y avoir certains types de réclamations qui pourraient impliquer les 2 assurances, effectivement. Et si on se retrouve avec 2 assureurs différents, exemple, quelqu'un qui ferait une chute dans le stationnement, il pourrait y avoir une poursuite conjointe au niveau du syndicat vertical, de l'horizontal. C'est peut-être des choses comme ça qui font en sorte que les assureurs ont des exigences puis ne veulent pas qu'un horizontal. OK, parfait. Il y a une autre question. Quelle est la conséquence de ne pas déclarer? Ça, on en parle souvent, mais c'est vraiment une bonne question. Quelle est la conséquence de ne pas déclarer notre assureur un sinistre parce qu'on ne réclame aucun montant? Je vais la prendre, celle-là, si vous me permettez. Absolument. Je vais révéler un grand secret aux auditeurs ce soir qui ne manque jamais de faire tomber mes clients de leur chaise. Contrairement à un mythe assez tenace, même si vous ne réclamez pas votre assureur, vous devez dénoncer tout sinistre qui pourrait mener lieu à une indemnisation. Et non seulement ça, vous devez dénoncer à votre assureur tout facteur qui est susceptible d'aggraver le vice. C'est-à-dire que si vous avez un cas d'un dégât d'eau, par exemple, le cas typique, quand bien même que vous décidiez que vous n'allez pas faire de réclamation, que ce soit afin d'éviter une augmentation de vos primes ou de vos déductibles, que ce soit afin d'éviter une résiliation carrément de la police, ou même juste parce que le montant est inférieur à la franchise, il faut quand même que vous lui dites. C'est une règle qui est prévue à l'article 2470 du Code civil du Québec. Il va falloir que vous le dénonciez, même si ça implique que vous ne faites pas de réclamation. Et le problème, évidemment, qui vient avec ça, c'est que les syndicats se retrouvent avec la position un peu enviable que quand il survient un sinistre, ils ont l'obligation d'informer l'assureur et donc de mettre une tâche sur leur dossier. Et la décision qu'ils doivent prendre, c'est est-ce que je prends le risque, le gamble de réclamer en plus et voir qu'est-ce qui arrive avec ma police par après. Donc, ils savent qu'il va y avoir une tâche, mais ils ne savent pas à quel point la tâche va être grosse. Pour répondre à la question de l'auditeur ou de l'auditrice, le défaut de dénoncer un dégât d'eau comme ça, ou un sinistre, c'est pas une conséquence immédiate, c'est une conséquence éventuelle ou hypothétique, mais qui peut être grave. C'est qu'il est prévu au Code civil, et là, malheureusement, je n'ai pas la référence vite, mais c'est des principes d'assurance assez fondamentaux que Mme Gosselin pourra confirmer. C'est que s'il survient un sinistre que vous ne dénoncez pas, et qu'il survient un sinistre similaire ultérieurement que vous décidez de réclamer, et que l'assureur réalise qu'il y a déjà un historique de tel sinistre que vous n'avez pas porté à son attention, il a le droit, en vertu des dispositions du Code civil, de refuser, non seulement refuser d'indemniser, mais pourrait même aller jusqu'à résilier la police. Le principe étant, je donne un exemple, un cas d'école très bête, si vous avez de l'eau qui rentre par le plafond et vous voyez que c'est une cloque au plafond, vous dites, mais c'est un petit job de plâtre, c'est pas la fin du monde. Vous le dénoncez pas. Et là, il survient une grosse pluie, votre plafond vous tombe sur la tête. Vous appelez l'assureur, vous dites, écoutez, le plafond vient de me tomber sur la tête. L'assureur va dire, OK, c'est correct, je vais indemniser. Mais s'il apprend en cours de route que ce n'est pas la première fois que ça arrive et que vous ne l'avez pas appelé, lui, ce qu'il va vous dire, c'est moi avoir su que ça vous était déjà arrivé ou quelque chose de similaire, soit je ne vous aurais pas assuré du tout, soit que je n'aurais pas exigé des primes de ce montant-là ou un déductible de ce montant-là. Et pour cette raison, je vous laisse vous débrouiller avec vos troubles, je ne vous couvre pas. Et ça, malheureusement, l'expérience démontre que c'est le genre de choses qui arrivent généralement au pire moment. C'est jamais pour des petites niaiseries. Généralement, c'est quand vous avez vraiment besoin de la couverture de l'assurance. Donc, c'est prendre un risque qui est assez important et qui, bien franchement, n'en vaut le plus souvent pas la chandelle. Donc,
vous devez dénoncer, ça ne veut pas dire que vous devez réclamer. Et oui, malheureusement, si ça a l'air d'un catch-22, vous êtes un peu perdant, peu importe le scénario, c'est parfois un peu le cas, mais le risque de ne pas dénoncer est tellement énorme que on peut pas, en tout cas, en tant qu'avocat, on ne peut pas recommander à un client de ne pas le dénoncer, même pour des petits niaiseries. C'est juste qu'actuellement, on dirait que c'est un peu injuste comme situation pour un syndicat, mais on le comprend. Et je crois que ça aussi, ça va se placer encore avec les années. Par contre, on a vu la fiche condo légale, c'est assez clair. Il faut l'aviser notre assureur qu'il s'est passé quelque chose. Et après ça, le syndicat suit son cours. De là aussi, quand on est assuré avec un courtier, comme chez Gaudreau Assurance, Annie, votre bureau, bien, c'est sûr que vous êtes là pour conseiller le client. Dans le sens que un administrateur de syndicat vous appelle demain matin, j'ai un petit dégât d'eau comme Maître Leblond vient de parler du plafond, tout ça, bien, il vous avise, vous les conseillez dans ce sens-là, et après ça, bien, l'administrateur peut se dire, bon, ben, j'ai fait ma job, c'est en bonne main. Bien, effectivement, moi, par contre, je dois quand même, pour déclarer à l'assureur, avoir l'autorisation du syndicat. Oui. Okay? Oui. Si l'administrateur me donne l'autorisation, j'avise l'assureur. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec les propos de maître, mais la problématique qu'on rencontre avec les assureurs, souvent, c'est le fait de déclarer un incident qui est arrivé va constituer l'ouverture d'un dossier de réclamation qui pourrait développer une fréquence et mener à un non-renouvellement d'une police d'assurance. Et c'est probablement pour ça que certains administrateurs préfèrent le gérer à l'interne sans le déclarer au courtier et à l'assureur. Parce qu'on a... Merci. Alors, on a une autre question qui nous est posée ici sur les fuites d'eau tantôt. Si un copropriétaire désactive son système de détection des fuites d'eau ou ne remplace pas les piles, qu'arrive-t-il si ce système est requis pour l'assurance du syndicat? Donc, je comprends qu'on a un copropriétaire qui avait plus de batterie, qui ne s'en est pas occupé ou quoi que ce soit, il ne fonctionne plus. Il arrive malheureusement un sinistre, le système ne se met pas en fonction. Qu'est-ce qui arrive, Maître Leblond, si on est face comme syndicat à une situation comme celle-là? Votre micro. Pardon. C'est là justement que l'acte notarié qui prévoit les modalités d'utilisation et d'installation du détecteur de fuite d'eau entre en ligne de compte, parce que c'est là notamment qu'on va prévoir qui a la responsabilité de voir à l'entretien courant. Comme vous savez, les parties communes à usage restreint, la règle, c'est que le remplacement et les travaux majeurs sont à la charge de la collectivité des copropriétaires. Les réparations courantes sont généralement à la charge et l'entretien courant sont à la charge du copropriétaire qui en a l'usage. Donc, si c'était une question de remplacer des piles, en principe, ça fait partie de l'obligation des copropriétaires. Cela dit, je ne suis pas familier avec les systèmes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés sur le circuit électrique et que les piles sont un circuit de backup en bon latin, mais chose certaine, s'il devait arriver qu'il survienne un sinistre à cause qu'un système n'a pas été propre, n'a pas été bien entretenu ou bien maintenu en état de fonction, ben encore là, on revient à la fameuse question de est-ce qu'on peut pouvoir tenir le copropriétaire responsable des conséquences? Est-ce qu'on peut plaider qu'il y a une faute? J'ai tendance à dire que oui. Mais c'est certain que en copropriété, dans un contexte comme celui-là, il faut d'une part pouvoir faire confiance aux gens, mais il faudrait également aussi tenir un registre disant, écoutez, on a installé les détecteurs le 1er janvier, envoyer un rappel à tout le monde de remplacer les piles une date à déterminer selon la durée et la nature de la pile. Mais vous comprenez l'idée, c'est qu'on ne peut pas juste... Il faut faire confiance aux gens, mais il faut faire des suivis quand même, parce que quelque chose qui va sans suivi va se perdre dans la brume éventuelle. Tout à fait. Donc, maître, si le copropriétaire est au fait que ses piles ne fonctionnent plus, sont à remplacer, il ne s'en occupe pas, est-ce que c'est une forme de négligence qui pourrait... Ce serait pour moi être une négligence qui pourrait constituer une faute au sens de 1074.2 et 1465 du Code. Mais non seulement ça, c'est que si on a en plus une obligation écrite de remplacer les piles à tel intervalle ou qu'on envoie des rappels à cause d'un registre, le fait que le copropriétaire sache ou non que ses piles sont mortes devient impertinent. Ce qui est impertinent, c'est qu'il ne l'a pas fait malgré un rappel, il ne l'a pas fait malgré une obligation. Puis à ce moment-là, on enlève toute la variable inconnue de est-ce qu'il le savait.
Donc, c'est pour ça, entre autres, que dans un contexte de prévention des sinistres, à cause des effets, certains diront pervers, là, des modifications apportées par la loi 141, une de mes recommandations, c'est d'établir des règlements qui prévoient des cycles d'entretien, des cycles de vérification. Comme ça, il n'y a pas question de débattre éventuellement en cas de sinistre. Est-ce que vous étiez au courant que ça coulait ou pas? Ça devient plus une question de est-ce que vous l'avez vérifié à l'intervalle qui était prévu? Je pense que ça peut être ça autant pour des choses comme un remplacement de pile de détecteur d'eau que pour vérifier le speedway de ta toilette ou ainsi de suite. La batterie du détecteur d'avertisseur de fumée, etc. etc. Au moins, le détecteur de fumée, il sonne d'habitude quand tu n'as plus de batterie. Je ne sais pas si c'est le cas du détecteur de fuite d'eau, mais ça se met à biper dans les murs. Oui, je pense que ça émet un son quand il y a... Ça serait bien parce qu'habituellement, les détecteurs, les avertisseurs de fumée, quand ça commence à biper et ils n'ont pas de batterie, ils finissent par l'arracher. Ça, c'est un autre problème. Mais est-ce que vous voulez qu'on vous dise, naturellement, il arrive des fois des situations très farfelues en copropriété. Je ne prétendrai pas l'avoir jamais fait. C'est ça. On a le commentaire d'un autre auditeur ou d'une autre auditrice qui dit dans le vif du sujet, c'est la même chose que l'inspection des systèmes de détection d'incendie. Il y a toujours des copropriétaires absents, malgré des avis qui refusent d'ouvrir leurs portes pour l'inspection, alors que c'est leur propre vie et leur propre sécurité qui pourrait être en jeu. Ça, j'avoue que c'est tellement vrai. Le laxisme de certaines personnes est hallucinant. Qu'est-ce qu'on fait, Maître Leblond? Parce que pour être gestionnaire de copropriété, on avise les gens avec un délai raisonnable, de leur dire telle date, telle heure, on va passer, soyez chez vous, etc. Comment on fait pour, tu sais, c'est pas de pénaliser le fautif, mais de rendre les gens, parce que vous savez que si on met des amendes, ça les occupe un peu plus, mais s'il n'y a pas d'amende, et après ça, le syndicat peut être pris dans un certificat pas remis parce qu'il n'y a pas assez d'unités présentes, etc., etc. Et là, si on est en plus en renouvellement, on a de l'air nono un peu. On n'a pas les outils dans notre coffre et l'assureur nous demande des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces situations-là, Maître Leblond? C'est sûr qu'il n'y a pas de solution facile ni de réponse miracle à ça parce que ça dépend évidemment des individus avec qui on compose. Mais les problèmes que je vois surviennent plus dans les scénarios où les syndicats n'ont pas sur leur déclaration de copropriété le droit d'accès, donc souvent les plus vieilles copropriétés. Et souvent les copropriétés où les copropriétaires n'ont pas une obligation à la déclaration de copropriété de donner un double de la clé. Parce qu'en principe, en vertu de la loi, 206 du Code, la plupart des articles de la déclaration, il est possible de justifier une intervention quand ça relève de la conservation de l'immeuble et le maintien de la couverture d'assurance et de la sécurité incendie de l'immeuble, c'est un enjeu de conservation auquel un copropriétaire ne peut pas faire obstacle. Donc, on peut envoyer plusieurs rappels, mise en demeure, et éventuellement lui dire, prenez note que si vous n'êtes pas là pour nous donner accès à telle date, on va rentrer avec le double de la clé qu'on a, on a le droit. Là où la difficulté survient, c'est quand on n'a pas le double de la clé. Puis, malheureusement, est-ce qu'un syndicat pourrait défoncer une porte, faire venir un serrurier? On l'a déjà fait faire. Ce n'est pas quelque chose qui favorise les relations harmonieuses entre voisins, mais comment dire, si vous êtes pour vous retrouver sans assurance et avec de la difficulté de se réassurer, ça peut valoir la peine de débourser des frais de serrurerie. Mais il faut s'assurer que plusieurs avis soient envoyés au propriétaire, qu'il sache explicitement qu'il est en contravention, comme dirait ma conjointe qui est enseignante, qui ralentit le groupe. Oui. Et Dominique, tu ralentis le groupe. C'est ça. Si tu ne suis pas, si tu n'embarques pas dans le processus, on va te forcer à embarquer. Puis non seulement ça, si on a des frais additionnels, on va te tenir responsable des frais. Puis parfois, c'est encore là sans magasiner le job pour ma profession, un copropriétaire a tendance souvent à ignorer les lettres qui proviennent de son syndicat et de son gestionnaire, mais quand il en reçoit une où le nom de la personne signataire commence par « me », il a tendance à être un peu plus docile. Parfois, il y en a qui ont la réaction complètement inverse, mais il y a beaucoup de problèmes qui se règlent avec une lettre de mise en demeure d'une page d'un avocat. Voilà. Tout à fait. Page et demie, on aime ça nos en-têtes, mais comprenez que c'est une question d'appliquer de la pression, mais à un moment donné, si la pression ne fonctionne pas, il faut passer à l'acte parce que malheureusement, les sentiments d'un copropriétaire ne devraient pas faire obstacle à l'assurance d'une bâtisse au complet. Excellent. On a une autre question nous sommes un syndicat de 46 unités, structure de bâtiments en construction en bois, la valeur de 10 millions. Construction neuve, moins de 10 ans. Cependant, une seule compagnie d'assurance veut les assurer. Donc, aucun choix possible. Augmentation de la prime, de la franchise. Quelles sont nos options? Annie? C'est sûr
C'est sûr qu'à la base, on ne peut pas changer la classe de construction. On a une structure de bois. Avec 46 unités, on a une valeur assurable assez élevée. Donc, encore une fois, certains assureurs ont des normes de souscription selon des capacités et une construction bois-brique de cette valeur-là. Il y a des assureurs qui n'ont pas les capacités, malheureusement, là. Donc, ça rétrécit encore plus notre champ de recherche au niveau des compagnies d'assurance. Mais ça serait de voir, là. Il y a peut-être plus qu'un assureur, selon moi, là. Okay, merci. Donc, on le dit à l'auditeur d'appeler Annie, peut-être pour regarder qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Maître Leblond, on nous reste 4 minutes. En entrée de jeu, on s'est jasé un petit peu, puis on se disait, si un syndicat veut prendre en charge des éléments de prévention, dont s'assurer que les speedway toilettes sont changés, qu'on installe des tuyaux pour la laveuse avec une gaine de métal, etc., etc. Différentes activités de prévention, autres que de changer les chauffe-eau et mettre la détection de l'eau. Comment on peut s'organiser comme syndicat de copropriété? Puis, comment on va refacturer ça à nos copropriétaires, ces étapes-là? Okay. Pour ce qui est de l'organisation, je vous dirais qu'il y a certaines étapes d'entretien que le syndicat peut faire sans avoir besoin de passer par l'Assemblée parce que ça relève de sa mission générale d'entretien. Par contre, dès que c'est un entretien ou un suivi qui requiert notamment d'accéder aux parties privatives, de forcer certains actes ou une certaine conformité des copropriétaires, c'est certainement préférable de procéder tout d'abord par l'établissement d'un règlement à cette fin qui a pour effet de concentrer les efforts et les démarches dans les mains du syndicat. Par exemple, les fameuses conduites sécheuses, ça en prend juste un qui le néglige en bâtisse pour qu'on ait un risque d'incendie. Donc, il y a un intérêt à ce que le syndicat le fasse, qui est non seulement un intérêt à ce que ça se fasse partout au même moment, mais en plus, il y a un potentiel d'économie d'échelle, entre autres. Donc, ma première recommandation, c'est certainement de le prévoir dans un règlement parce que, de un, ça va vous permettre de déterminer les modalités de comment ça va se faire, mais de deux, si un copropriétaire est rétif, il ne pourra pas vous dire en vertu de quoi vous allez rentrer chez nous vous occuper de ceci, en vertu de cela, le règlement qui a été adopté en Assemblée. Pour ce qui est de la répartition des coûts, il y a deux écoles de pensée. Il y en a effectivement, c'est une copropriété où les coûts sont redistribués en fonction de ce que ça coûte par unité. Mais c'est de moins en moins fréquent de mon expérience parce que souvent, à cause justement du principe de l'économie d'échelle, le syndicat reçoit une facture. Ouais. Et ventiler une facture en différents condos, si je prends l'exemple des speedways, on ne se mettra pas à dire que cette unité-là a 4 speedways, celle-là en a 2, donc il devrait payer la moitié de l'autre. Généralement, la meilleure façon de procéder, quant à moi, c'est de séparer ça conformément à la loi, c'est-à-dire comme toute charge commune en fonction des codes-parts. Est-ce qu'un copropriétaire pourrait payer un petit peu moins ou un petit peu plus que ce qu'il aurait dû payer s'il l'avait fait lui-même? Théoriquement, oui, mais par l'effet de l'exercice des codes-parts, plus souvent qu'autrement, la différence ne sera pas énorme. Si j'ai donné un exemple un peu académique quand on se parlait tout à l'heure avant le début de la conférence, c'est sûr qu'en principe, le penthouse avec 2 salles de bain, si on fait inspecter la cuve de la toilette, ça va requérir 2 fois plus de temps du plombier que les unités ordinaires. Mais le penthouse à 2 salles de bain, il y a une cote-part plus élevée, donc il paye une partie plus élevée de la facture de toute façon. Donc, au final, s'il y a des différences, là, à moins qu'il y ait quelque chose d'épouvantable ou de vraiment inhabituel, la différence entre le réel de ce que ça a coûté et de ce qui est réparti par les codes-parts est minime au point d'être sans conséquence. Donc, notre position à nous, c'est que comme toute charge commune, répartissez ça en fonction des codes-parts. Évidemment, si on parle de parties communes à usage restreint qui ne sont pas partagées par tous les copropriétaires, par exemple, s'il y a seulement certaines unités qui ont des balcons puis qu'on fait faire la baliture en même temps, manifestement, il va falloir tenir compte des règles prévues à la déclaration de copropriété. Maintenant, c'est un travail d'entretien qu'on a centralisé ou socialisé, comme j'ai déjà dit. Manifestement, il ne faut pas payer ceux qui n'en ont pas parce que l'entretien d'une partie commune d'usage restreint, la règle générale, c'est que c'est payé par ceux qui en ont l'usage. On va le répartir entre les copropriétaires qui ont des balcons concernés aux propriétaires de leur code-part entre eux. Et ainsi de suite. C'est une job de document Excel, mais ce n'est pas quelque chose de si complexe que ça. Et de mon expérience, ce n'est pas quelque chose qui fait crier les gens tant que ça. Ça s'explique assez bien et ça porte moins à problème que le reste parce que l'autre problème qu'on rencontre, c'est quand on décide de le facturer à chaque copropriétaire individuellement, quand le copropriétaire décide de ne pas payer, il soulève souvent la question de si vous me le facturez individuellement, c'est que ce n'est pas une charge commune. Et ça, c'est un débat qui est très académique, qui est très stérile, mais c'est
caillou dans notre soulier dont on n'a pas besoin pour faire notre chemin. Bon, merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 8 heures. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Par contre, j'invite notre conseiller technique, Gabriel, à nous montrer le livre qui est très intéressant et qui est super facile à lire. C'est l'assurance en condo. Merci, Gabriel. Qui est écrit par Maître Yves Jolicoeur et qui est, je vous le dis, vraiment facile à lire, qui coûte 18 $. Chaque syndicat de copropriété devrait avoir ce petit livre-là pour que les gens puissent le commander. Vous avez juste à aller sur le site de Wilson Lafleur, vous allez le trouver. Puis il y a d'autres publications qui sont faites par le collègue de Maxime ce soir, Maître Papineau, d'autres publications qui sont faites par Maître Jolicoeur et tout ça, des livres très intéressants. Donc, on vous invite à vous aider avec ces publications-là. Merci beaucoup. La prochaine émission, dans 2 semaines, le 10 novembre, on va traiter de la transaction chez le notaire, donc une vente de l'unité. Très intéressant, comment ça fonctionne, etc. On aura d'autres acteurs en copropriété qui vont nous aider à démystifier ça. Donc, merci beaucoup, Annie Gosselin, de votre présence ce soir. C'est un plaisir. Maître Leblond, merci encore de votre disponibilité. Très apprécié. Je suis sûre que les auditeurs ce soir ont appris beaucoup de choses. Donc, merci à vous tous et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.